Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Dans le cadre de cette autre édition de votre magazine En toute franchise, quelques jours, on va dire notamment dans l'octave, après l'épilogue du 11 février, la journée dédiée à la jeunesse camerounaise dans notre pays, nous avons choisi de recevoir un jeune aux dents longues, qui, après avoir vécu un certain nombre d'expériences sur le plan de son cursus scolaire et académique, au Cameroun comme à l'étranger, a choisi donc de revenir dans son pays. Il est donc une espèce de condensé de cette expérience, de ces expériences scolaires et académiques à la fois à l'étranger et sur le plan national. Il est aussi une espèce de visibilité d'une jeunesse qui à la fois s'engage sur le plan professionnel à travers l'auto-emploi, après avoir exercé dans quelques cabinets. Cet ingénieur des procédés chimiques ne vit pas que le résultat de son parcours académique à travers son engagement professionnel. Il est tout aussi engagé, mais alors pleinement engagé dans les mouvements associatifs et politiques. Cela s'est fait déjà ressentir en 2011, lorsqu'il retournait au Cameroun à travers la publication d'un ouvrage qu'il a intitulé « Mes rêves de jeune, le Cameroun des 50 prochaines années ». C'était en 2011 aux éditions Veritas. Dans la foulée, on le retrouve en 2012, déjà engagé dans la SJC, Synergie de la jeunesse camerounaise, où il commence déjà à s'intéresser à la question de la participation des jeunes, comme cela est mentionné dans son précédent ouvrage. Et puis, comme on pouvait s'y attendre, dans la foulée de cette association, on l'a retrouvé aussi avec le Bulle d'ensemble, et plus tard dans le mouvement Naon, aux côtés du bâtonnier Akelemuna, en 2018, à travers un certain nombre d'actions dans ses engagements politiques, il s'intéresse à la participation des jeunes, à la question politique, à la chose publique et au jeu démocratique. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à quelques-uns qu'il était l'un des acteurs majeurs dans le mouvement Naon, du rapprochement entre le bâtonnier Akelemuna et le professeur Maurice Kamto, tous deux alors candidats à la présidentielle de 2018. Vous l'avez donc compris, madame, monsieur, nous recevons ce soir un jeune qui a des rêves pour le Cameroun depuis 2011, un peu plus d'une dizaine d'années. Il en parlait déjà à travers son ouvrage. Il ne fait pas que vivre ces rêves-là de manière aléatoire. Il s'engage autant dans le mouvement associatif que politique pour matérialiser ses rêves. Donc il ne fait pas que les vivre. Et nous avons choisi de lui donner la parole ce soir pour continuer d'entendre la parole des jeunes alors que nous clôturons l'octave de la quinzaine dédiée à la jeunesse. Notre invité ce soir est Samuel Iram Yodi, nous l'avons dit, ingénieur des procédés chimiques, mais surtout acteur politique et actuellement secrétaire exécutif du MP3, entendez, Mouvement patriotique pour la prospérité du peuple. Samuel Yodi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Nobo, bonsoir, merci de me recevoir ce soir au terme de la semaine de la jeunesse. Voilà, on l'a dit, un jeune aux dents longues, et peut-être aux ambitions très longues. Vous reconnaissez dans cette esquisse, cette tentative de description de votre figure? Je pense que vous avez un peu amplifié. En bonifiant sans doute, très loin d'être un jeune aux dents longues, mais un jeune qui croit à l'avenir de notre pays et qui croit que la jeunesse a une capacité, un pouvoir d'action, un pouvoir de transformation de notre société. Donc j'essaie de m'engager pour faire vivre mes idéaux. Alors, lorsqu'on parle d'un ingénieur de procédés chimiques, on a certainement envie de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait comme ingénieur de procédés chimiques? Quels sont les segments d'activité et les champs potentiels d'exercice en termes professionnels? Alors simplement, un ingénieur de procédés chimiques, c'est un ingénieur qui travaille dans ce qu'on appelle les industries de la transformation. Donc que ce soit les industries alimentaires, les industries pharmaceutiques ou bien les industries du pétrole. Moi, je suis un ingénieur des procédés chimiques spécialisé dans l'industrie du raffinage, de formation, même si dans la réalité, je n'ai jamais travaillé dans une raffinerie. Comme vous l'avez dit, quand je suis rentré au Cameroun, j'ai plutôt réorienté ma carrière vers le conseil. J'ai été pendant 5 années dans un cabinet, l'un des Big Four, où justement, je travaillais au sein du département conseil qui apportait de la plus-value à la rentabilité des industries de la transformation. C'est ça un ingénieur des procédés chimiques. On pourrait peut-être dire que vous êtes très proche du pétrole, et peut-être un pétrolier même. Oui, alors je l'ai été un peu, pas dans le sens technique de la chose, mais dans l'accompagnement des projets. L'essentiel de ma carrière, en tout cas une bonne partie, a consisté à apporter du conseil
aux entreprises pétrolières, aux sociétés d'État, les sociétés nationales pétrolières, aux autorités de régulation et même aux sociétés de distribution des produits pétroliers. Alors, dans la foulée de ce qui vous concerne à titre individuel, vous rentrez au pays, ce n'est pas toujours une décision facile, avec déjà une grosse ambition, parce qu'à peine rentré, vous avez un ouvrage, nous en parlerons tout à l'heure. Et puis, vous faites aujourd'hui le pas, puisque vous n'êtes plus employé, vous êtes beaucoup plus à la tête d'un cabinet. Cela va de soi que vous êtes dans l'entrepreneuriat, et peut-être même mieux encore, vous êtes dans l'auto-emploi. Beaucoup de choses qu'on demande à la jeunesse. Est-ce que tout cela a été facile pour vous? Non, pas du tout. Mais déjà, j'ai un double profil. Dans la réalité, comme vous dites, il a fallu faire le choix de rentrer au Cameroun. Mais mon cas est particulier. J'ai le malheur ou le bonheur d'être l'aîné d'une famille et d'avoir poursuivi mes études dans le même champ professionnel que mon père. Et donc, quand il m'a envoyé au Canada pour poursuivre des études, pour lui, il a toujours été question d'y aller pour prendre du savoir et de le ramener au Cameroun. C'était le deal. Contribuer. C'était le deal de départ. C'est vrai qu'il y a eu un accident sur le parcours. Dans la réalité, après avoir eu mon diplôme d'ingénieur, j'avais voulu faire un master dans l'une des meilleures écoles pétrolières au monde. J'en avais visé 3, l'Institut français du pétrole, Imperial College à Londres et puis Colorado School of Mines. Malheureusement, je n'ai pas été retenu dans l'une de ces 3 écoles qui prenaient vraiment le top du top, le top de la graine dans le secteur pétrolier, et donc j'ai choisi de rentrer au Cameroun. Au départ, dans l'idée de travailler pour une compagnie pétrolière, et puis s'est offert à moi l'opportunité de travailler dans un cabinet. Les aînés m'ont conseillé cette piste-là en me faisant comprendre que ce serait la possibilité pour moi d'apprendre de plusieurs secteurs d'activité en un laps de temps relativement réduit. Donc pendant 5 années, j'ai été, pour ne pas le citer, chez Cameroun Audit Conseil CAC International. Ensuite, j'ai pris le courage de rejoindre le cabinet que mon père avait lui-même créé au moment où il quittait la profession pétrolière. Donc ça fait pratiquement 7 ou 8 ans que je dirige ce cabinet. Mais en réalité, en parallèle, je suis aussi un employé. Oui. Je suis le patron de ce cabinet-là, mais je suis également l'employé d'une entreprise alimentaire qui transforme du sucre localement au Cameroun. Alors, en 2011, vous essayez, à travers votre parution, vous rentrez fraîchement de vos études au Canada. On a envie de dire certainement gonflé à bloc, rempli d'idées, d'intentions. Entre 2011, la parution de cet ouvrage, on en parlera, et 2025 aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que tout ce bouillonnement d'idées et d'intentions reste intact avec le même regard? Alors, 14 longues années se sont écoulées, effectivement, ou je dois dire 15, parce qu'en réalité, le livre a été rédigé en 2010, même s'il a été publié en 2011. En 2011. Entre le moment où j'ai exprimé ces rêves-là et la réalité quotidienne que je vis aujourd'hui. Mes convictions sont restées fermes, même si je dois avouer la réalité du terrain m'a un peu rattrapé dans les délais d'implémentation de ces rêves-là. À l'époque, quand je publiais le livre en 2011, j'énonçais déjà le rêve d'un 3e président de la République pour le Cameroun. L'espoir que ça se fasse en 2011, sinon au plus tard en 2018. Nous sommes en 2025, ça ne s'est pas fait. Mais ces longues années sur le terrain, dans la vie associative et maintenant, aujourd'hui, dans la vie politique, m'ont conforté dans la réalité de ce qu'il faut s'engager. Il faut donner de l'énergie, il faut donner du temps pour que finalement nos rêves finissent un jour par être réalité. Donc je ne suis pas découragé, je n'ai pas baissé les bras, sinon je n'aurais pas créé un parti politique. C'était un pas extrêmement difficile. Là aussi, on en reparlera. Ça a été une très longue épreuve. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes déterminés. Le MP3 commence son action sur le terrain à peine. C'est une dynamique de long terme. Quand j'écrivais le livre, c'était mes rêves de jeune, le Cameroun pour les 50 prochaines années. Donc à l'horizon 2060. Nous ne sommes qu'en 2025. La veille du centenaire en ce moment. À la veille du centenaire des indépendances, nous ne sommes qu'en 2025. Je pense malheureusement que notre pays a fait quelques pas en arrière, mais c'est peut-être cela aussi le moment pour que la jeunesse prenne ses responsabilités, s'engage, ramène son potentiel, ramène ses compétences dans le champ politique pour élaborer des offres qui permettront que ce rêve que je partage avec d'autres Camerounais finisse par devenir réalité. Alors, on va peut-être revenir donc, avant de vous proposer la première articulation, le premier stop de cette émission, un petit reportage sur lequel vous allez sans doute nous donner votre regard en ce qui concerne la jeunesse et ce qu'on lui reproche ou ce qui lui arrive. Quand vous décidez de vous lancer dans l'aventure de l'écriture, avec ce qui peut être considéré comme un projet de société, un projet, une vision pour le Cameroun,
Nous sommes en 2011, vous êtes nettement encore un peu plus jeune que maintenant. Oui, beaucoup plus jeune. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'était quoi l'idée derrière ce projet? Un accident. Un accident. En 2010, je suis étudiant finissant à l'Université Laval à Québec, au Canada. Et l'un de mes aînés, Serge Tcha de regretter mémoire, me convie à un travail collectif qui est de rédiger un ouvrage qui s'intitule « Nous faisons le rêve que l'Afrique de 2060 sera ». Un ouvrage qui a d'ailleurs été préfacé par le majestueux économiste Eugène Yambal. Donc je participe à ce projet-là, mais il y avait une limitation du nombre de pages. C'est un travail, nous étions une vingtaine, qui devait tenir sur 15 à 20 pages. Et donc je me lance sur ce que devra être la contribution de la jeunesse pour une Afrique conquérante, pour une Afrique leader du monde à l'horizon 2060. Finalement, dans la foulée du travail, 20 pages se transforment à 200 pages. Je fais donc le choix de me retirer de ce projet collectif-là pour aller vers la publication d'un ouvrage individuel, Mes rêves de jeune, le Cameroun pour les 50 prochaines années. Donc en réalité, c'est un accident de parcours, ce n'était pas le programme initial. Mais qui a peut-être ressorti, qui a éveillé une quelque chose enfouie en vous. Qui a éveillé quelque chose. Je pense que les accidents de la vie ne sont jamais fortuits. Et donc, j'ai engagé cet ouvrage. Au début, je dois vous le dire, je rentre au Cameroun d'abord en 2009. 2010, l'ouvrage est pratiquement, pour finir, relativement bien avancé. Et je n'ai pas reçu de retour favorable de la part des maisons d'édition. Donc j'ai même eu envie à un moment donné d'abandonner ce projet-là. En partant, je confie l'ouvrage à l'un de mes compagnons d'aventure associative qui va rester donc contacter les éditions Veritas, qui vont penser que le projet vaut la peine d'être accompagné. C'est comme ça, à mon retour en juillet 2011, nous allons accélérer les choses et le 30 septembre 2011, on va publier l'ouvrage. Donc c'est un accident, mais un accident fort heureux parce que l'exercice de l'écriture est un exercice formidable qui apprend à organiser ses pensées. Et l'action est d'abord le résultat de la pensée. Donc ça m'a appris à organiser mes pensées et donc à avoir une méthode d'engagement associative et aujourd'hui politique qui est disciplinée et organisée. Alors, on verra très bien au cours de cette émission comment est-ce que vous envisagez déployer ce rêve pour les 50 prochaines années du Cameroun. Je vous propose un premier arrêt. C'est la première dorsale de cette édition à travers un reportage. Et tout de suite après, nous allons continuer cet échange. « 11 élèves exclus suite à la diffusion d'une sextape devenue virale sur la toile. Tous des mineurs. La décision est jugée beaucoup trop radicale par une certaine classe d'experts. La sanction n'est pas différente d'une condamnation à mort pour ce psychosociologue de l'éducation. L'exclusion d'un enfant d'un établissement est un manquement grave de l'école à sa mission. Essentiellement, l'école est une société qui doit être inclusive. C'est une forme de condamnation à mort véritablement que de décider de renvoyer un enfant qui, à l'école, s'est comporté de cette façon-là. Le cas n'est pas isolé. De plus en plus, les jeunes Camerounais sont exposés à plusieurs dérives qu'il faudrait soigner à la base. Reconstruire par exemple la chaîne de responsabilité, c'est une proposition émise parmi tant d'autres. Lorsque les enfants se sont rendus coupables d'une conduite indisciplinaire, la pédagogie moderne a prévu des mesures qui permettent le redressement des enfants et qui ne peut pas aller jusqu'à l'exclusion définitive. L'exclusion définitive devrait être bannie dans notre système éducatif. L'analyse est poussée plus loin. La société camerounaise n'aurait finalement que la jeunesse qu'elle mérite. Face au développement de la technologie et des réseaux sociaux, la maîtrise des dérives devient compliquée. Le principe de reproduction sociale voudrait que notre société ait la jeunesse qu'elle veut. Donc, lorsque la jeunesse est accrochée aux réseaux sociaux, vraiment, les conséquences liées à cet accrochage, à cet abonnement aux réseaux sociaux, supposent également assurer les conséquences qui vont avec. La responsabilité de chacun est interpellée face à ce phénomène réel. À quelques pas de la célébration de la fête de la jeunesse au Cameroun, la réflexion mérite d'être menée.
Retour sur ce plateau. Madame, Monsieur, bonsoir. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est bien évidemment dans le cadre de votre magazine En toute franchise. Et nous avons le plaisir ce soir de continuer de dérouler le tapis comme durant la onzaine, la quinzaine, disent quelques-uns, consacré à la jeunesse camerounaise. Et le jeune que nous recevons ce soir pour cette autre édition est un leader politique, mais aussi un féru d'engagement associatif. Ingénieur de procédés chimiques, il est le secrétaire exécutif du MP3, entendez, le mouvement patriotique pour la prospérité du peuple. Samuel Hiram Yodi, vous avez écouté ce reportage qui met en lumière, entre autres, les dérives ou les phénomènes et fléaux qui touchent notre jeunesse aujourd'hui. Quel est votre sentiment ou votre regard sur cette question? Peut-être dirais-je que l'école en général et puis ces phénomènes en particulier sont le reflet de ce qu'est devenue la société camerounaise. Une société qui est empreinte de manque d'encadrement pour la jeunesse, qui se livre à toutes sortes de perversités. Je pense que le docteur Somo, que l'on entend justement, rappelle qu'on est allé trop vite vers une mesure d'exclusion définitive de la jeune demoiselle sans avoir pris le temps d'étudier ou de comprendre quelles sont les raisons qui auraient pu mener à ce type de comportement et donc d'avoir un meilleur encadrement. Mais dans la réalité, c'est le reflet et la conséquence de notre système de gouvernance qui, de manière générale, a abandonné les Camerounais et qui nous a laissé livrer à notre propre sort. Chacun fait comme il peut. Les enfants sont éduqués par les réseaux sociaux. Ils n'ont pas la capacité de filtrer toujours le bon du mauvais. Et malheureusement, ça se termine dans ce type de dérive que nous condamnons, mais qui nécessite un meilleur encadrement de notre jeunesse. Alors, vous semblez dire que sur le plan de l'encadrement, cet établissement où la société fuit ses responsabilités d'encadrement vis-à-vis de ces jeunes? Oui, absolument. Si on renvoie ces jeunes-là de cet établissement scolaire, ils vont aller s'inscrire ailleurs, parce qu'il faut bien qu'ils finissent par parfaire leur éducation et leur cursus académique. Alors là où ils vont aller dans ces nouveaux établissements-là, est-ce qu'ils ne vont pas déporter les mêmes mœurs pour lesquelles ils ont été renvoyés du premier établissement? Donc nous ne réglons pas le problème à la source, nous ne réglons pas le problème à la racine, nous essayons de trouver des coupables que nous sanctionnons, peut-être parce que ça nous fait mal de nous regarder dans le miroir et de voir ce que nous avons fait du Cameroun. Alors, il y a quand même qu'on peut interroger aussi la responsabilité des jeunes dans cet ensemble d'activités. On parle d'une addiction, j'allais utiliser cette expression-là, aux stupéfiants, l'incivisme. On vient de voir quelques éléments de dépravation de mœurs. Est-ce que les jeunes n'ont pas, ces jeunes qui sont votre combat, on va le dire entre guillemets, n'ont pas une part de responsabilité importante dans ce que nous vivons et qui aujourd'hui fait le malheur de ces jeunes? Ils ont sans doute une part de responsabilité, mais j'aimerais vous demander en retour, les jeunes sont-ils les seuls au Cameroun qui font l'objet de dépravation de mœurs et de comportements hautement condamnables? Non, en réalité, un jeune est le reflet ou la conséquence de ce qui lui est inculqué comme éducation et comme encadrement pendant des années. Je pense qu'on parle là de mineurs qui ne peuvent donc même pas encore assumer leurs responsabilités totalement devant les tribunaux. Donc nous devons, oui, condamner et punir les comportements déviants, mais se rappeler que notre société n'a pas suffisamment mis en œuvre des moyens d'encadrement pour que nous ayons une jeunesse qui s'éloigne de tels mots. Mais de l'autre côté, j'aimerais également rappeler, quand on décrit de tels faits, on a l'impression que la jeunesse se limite à ces déviances-là que l'on présente. La jeunesse camerounaise n'est pas qu'une jeunesse droguée, ce n'est pas qu'une jeunesse, j'allais dire, qui pratique des partous dans les lycées. La jeunesse camerounaise, c'est également une jeunesse qui se lève tous les matins et pour gagner son pain quotidien sainement. C'est une jeunesse qui crée de l'emploi, c'est une jeunesse qui se débrouille, c'est une jeunesse qui transforme la société au quotidien, c'est une jeunesse qui s'engage dans la politique pour pouvoir défendre des valeurs et des convictions. Donc moi, ce que je regrette, je ne sais pas si j'accuserais les hommes de médias, c'est peut-être que des fois, on ne met pas aussi suffisamment en avant la jeunesse qui fait bien, la jeunesse qui fait mieux, pour reprendre le chef de l'État, la jeunesse qui ose, qui innove et qui crée. Alors, lorsque vous évoquez ces questions, et que vous mettez en avant peut-être la focalisation qui semble être faite de cette jeunesse en difficulté, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un regard sur les perspectives et l'avenir du Cameroun qui vous fait croire que cette jeunesse-là
a la capacité de transcender tous ces mots pour arriver au rêve peut-être que vous faites du Cameroun? J'y crois fermement, sinon je ne me serais pas... Quels sont les signaux que vous percevez et qui peuvent faire dominer le bon côté de la médaille du revers que nous vivons aujourd'hui? Les signaux du temps. Dans l'histoire de notre pays, la jeunesse s'est mobilisée à une fréquence plus ou moins régulière à des moments précis. On va parler des syndicalistes qui sont devenus les leaders du mouvement indépendantiste de l'UPC, oui, qui se sont mobilisés au moment... Les années 50. Voilà, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale et nos grands-parents avaient participé à la libération de l'Empire colonial. Durant ces combats-là, nos grands-parents s'étaient rendus compte que les autres, peut-être qu'ils étaient tentés de temps en temps de déifier, ne valaient pas forcément mieux qu'eux. Ils avaient les mêmes compétences, ils avaient les mêmes insuffisances, ils avaient les mêmes limites. Revenus donc chez nous, ils ont décidé de prendre en main leur destin et de réclamer à notre tour notre souveraineté, notre liberté. En 1990, au début des années 90, c'est la chute du mur de Berlin qui a entraîné un redessinement, je vais dire ça comme ça, des différents pôles d'influence à la surface de la Terre et qui a fait que les pays africains se prennent en main, demandant les conférences nationales souveraines qu'on n'a pas toujours obtenues, mais au moins, ça a pu enclencher le début d'un processus de démocratisation. Et je pense qu'aujourd'hui encore, nous traversons une ère particulière. Nous voyons les grands empires être en difficulté, peut-être chuter. La carte du monde se redessine et je pense qu'il y a une opportunité extraordinaire pour l'Afrique de reprendre son rôle de leadership dans la marche de l'humanité. Et le vent qui a commencé à souffler en Afrique de l'Ouest, avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, n'épargnera pas l'Afrique centrale. La jeunesse a pris conscience, la jeunesse sait ce qu'elle veut, elle n'a peut-être pas encore tous les outils, mais l'engagement politique est justement le lieu de construire ces outils-là, de construire cette légitimité, de construire cette cohérence pour pouvoir créer le basculement dont on a besoin. Alors, vous parlez avec une certaine confiance et assurance, absolument, et des convictions qui se dégagent de vos propos. Et on est quelquefois tenté d'avoir des inquiétudes quand on voit une certaine jeunesse à l'engagement initial très noble et qui finalement finit par faire le suppôt, ou alors j'allais dire le terreau d'un certain nombre de spoliations ou d'altérations des idées, des pensées, qui sont malheureusement l'antichambre de la chute de ces idées que vous portez. Je vous rejoins. Pour les jeunes comme pour les vieux, on doit pouvoir juger les hommes publics en général et les hommes politiques en particulier sur leur parcours. Donc je vais parler du MP3. Au MP3, le socle des membres fondateurs qui ont créé notre parti politique et qui animent la vie du parti politique aujourd'hui sont des jeunes qui ont été engagés pendant une quinzaine d'années et dont on peut voir et lire dans le temps les traces des projets qu'ils ont initiés, qu'ils ont mis en œuvre. Donc en réalité, un jeune qui sort de nulle part et qui devient subitement un défenseur ou un promoteur de nouvelles idées sans que dans son parcours, on ne puisse voir comment est-ce qu'il a construit son idéologie, ça peut effectivement mener à un support. Non, je pense qu'en tout cas, pour mon cas en particulier, j'ai travaillé sur le terrain pendant 15 ans. Vous l'avez dit, j'ai été président de l'Association des Camerounais de la ville de Québec, j'avais 20 ans. Ceux qui me suivent du côté du Canada aujourd'hui pourront dire ce que j'y ai laissé comme trace. Avec la synergie de la jeunesse camerounaise, nous avons parcouru les villes et les villages du Cameroun pour amener les jeunes à se réapproprier leur réalité identitaire et culturelle. Au sein du mouvement NAR, du bâtonnier Akeremouna, j'ai travaillé, j'ai pris des risques énormes en 2018, comme d'autres jeunes d'ailleurs, pour mon engagement politique. Nous avons créé le MP3 en 2018, ça nous a pris 5 ans pour être légalisé. Nous n'avons pas baissé les bras. Donc je pense que, et je ne suis pas le seul, il y a des jeunes comme ça au Cameroun qui depuis 20 ans donnent du leur, servent les autres, consolident leur idéologie, consolident leur intégrité. Et donc, à ces jeunes-là, on peut faire confiance et on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Alors, pour rester sur votre parcours, vous parliez du parcours, de la visibilité du parcours. De 2011 à 2025, vous êtes passé par les SJC, vous êtes passé par le Bureau d'ensemble, vous êtes passé par le mouvement Nord, vous êtes à la tête en secrétaire exécutif du MP3. Est-ce qu'en si peu de temps, cela ne pourrait pas ressembler à une instabilité et peut-être à une fébrilité dans les engagements associatifs? Alors moi, je vous dirais plutôt que c'est la marque de la cohérence, parce que c'est une étape de croissance. En 2011, j'ai rédigé un ouvrage qui présente une vision.
En 2012, nous créons une association avec d'autres jeunes, la Synergie de la jeunesse camerounaise, qui a travaillé, en tout cas sous ma présidence, pendant 4 années, à implémenter cette vision-là. Et c'est parce qu'on avait fait ce travail que nous avons été approchés par un certain nombre de collaborateurs du bâtonnier à Kérémouna pour intégrer le mouvement NAO. Au sein du mouvement NAO, j'ai été le coordonnateur du programme politique. C'est moi qui étais en charge de superviser les équipes qui ont élaboré le programme que le bâtonnier a défendu à l'élection présidentielle de 2018. Et si vous regardez ce programme politique, vous regardez mon ouvrage, Mes rêves de jeunes, et vous regardez aujourd'hui le programme, le manifeste que le MP3 défend, le continent debout, 12 clés pour livrer le Cameroun en 2025, vous vous rendrez compte qu'il y a un filon, un squelette. Je suis resté cohérent, je défends et j'ai toujours défendu la nécessité d'une Afrique souveraine, d'une Afrique digne, d'une Afrique libre, d'une Afrique qui a la main sur ses ressources, d'une Afrique qui doit devenir le leader du monde. Et je pense que le Cameroun a un rôle à jouer dans ce destin de grandeur du continent africain. Alors, quand on vous entend parler, on pourrait dire que vous avez la conviction la plus ferme et la plus inébranlable. En tout cas, on vous souhaite d'avoir aussi le temps de matérialiser cette vision-là. On reviendra dans la deuxième dorsale de cette émission sur l'activité du MP3 et notamment une tentative de compréhension de cette vision. Je vous propose avant tout un autre traditionnel arrêt de cette émission. Nous donnons la parole à quelques confrères qui vont vous poser quelques questions et dans la suite, nous allons développer pour la deuxième partie de cette émission. Et tout récemment, est-ce que vous n'allez pas contribuer à la victoire du RDPC qui gère notre pays depuis 4 décennies? Pour dire clairement, pour emprunter vos expressions, vous voulez libérer le Cameroun à travers 12 clés. Et parmi les clés, vous parlez de la sortie du franc CFA, de la sortie du Fonds monétaire international et aussi de la Banque mondiale. Comment comptez-vous implémenter cette clé? Et la deuxième clé qui va également dans le même sens est le fait d'adopter une monnaie panafricaine ou alors une monnaie régionale. Est-ce que vous avez déjà pensé à cette monnaie-là que vous allez adopter ou alors c'est une fois au palais que vous allez réfléchir à sortir du franc CFA? Bonsoir, Monsieur Imra. J'aurais 2 questions pour vous. La première, c'est de savoir, vous, en tant qu'ingénieur ou spécialiste des procédés chimiques, vous avez constaté comme nous que de plus en plus dans nos quartiers, il y a des poubelles à ciel ouvert. Il y a également des entreprises, on va dire, récalcitrantes, qui déversent leurs déchets dans la nature, tout près des populations, dans nos caniveaux très souvent. Comment comptez-vous restaurer à cette jeunesse sur laquelle vous comptez sa santé dans un premier temps? Et de l'autre côté, comment comptent ces entreprises à respecter la nature? Comment comptez-vous sauver notre environnement qui de plus en plus est détruit par nos entreprises et je ne sais pas si on va le dire par notre gouvernement qui laisse parfois faire? Ma deuxième question portera essentiellement sur la culture. Depuis quelques années, la problématique de la vraie histoire du Cameroun est en débat. Et beaucoup d'enseignants d'université, d'historiens, parmi lesquels le professeur Daniel Aboua de Répéter Mémoire, le prince Koumane Doumbé qui est avec Africa Vigné et bien évidemment Sa Majesté le roi Sokodjo estiment que l'histoire qu'on enseigne à nos enfants aujourd'hui ou bien à la jeunesse camerounaise n'est pas sa vraie histoire. Alors, pensez-vous que la crise d'identité dont elle souffre, dont la jeunesse souffre aujourd'hui, est une conséquence de la méconnaissance de soi, de la méconnaissance de la vraie histoire de notre pays? Si c'est le cas, comment envisagez-vous restaurer au Cameroun ce qui lui appartient, sa vraie, sa propre et son identité authentique? Alors, Samuel Hiram Yodi, vous avez donc écouté ces 2 confrères à qui nous avons tendu le micro dans le cadre de cette autre édition, de cet entretien en toute franchise. Nous allons commencer par Didier Ndengue, peut-être pour nous rassurer.
On en a vu d'autres avec des engagements politiques, associatifs, et finalement qui se sont retrouvés à la solde d'une ou deux formations politiques, et parfois, comme on le dit de façon triviale, se sont retrouvés à faire le travail pour d'autres. Est-ce que vous rassurez Didier Ndengue de ce que le MP3 n'est pas financé pour les objectifs d'autres personnes? Si ce devait être le cas, on l'aurait fait depuis. Je suis rentré au Cameroun en 2011. J'ai observé l'élection présidentielle de 2011. Je me suis engagé dans celle de 2018. Entre 2011 et 2025, il y a 14 années, si le MP3 devait être le larbin d'une autre formation politique, ça aurait été le cas depuis. Si nous ne l'avons pas fait, c'est parce que nous croyons que le programme, ou du moins l'idéologie que nous défendons, mérite d'être celle qui conduira les destinées de la nation camerounaise. Bien évidemment, s'il y a d'autres formations politiques qui ont des projets ou des programmes politiques qui rencontrent les dorsales et le squelette de ce que nous défendons comme programme, nous nous rapprocherons de ces formations politiques-là pour travailler ensemble. Mais le MP3 n'est pas une annexe d'une autre formation politique. Nous l'avons créé en 2018, comme je vous l'ai dit. Nous avons attendu 4 ans pour être légalisés en travaillant un tout petit peu dans la clandestinité. Depuis que nous sommes légalisés, nous attaquons le terrain pour présenter aux Camerounais notre offre politique. Alors, pour rester dans la dynamique de cette question de Didier Ndengue, le mémorandum qui décline votre projet de société propose l'afro-sociolibéralisme comme idéologie, qui invite d'ailleurs à refonder un Cameroun indomptable. On peut se demander, qu'est-ce que vous entendez au-delà du symbole indomptable, qu'est-ce que vous entendez derrière Cameroun indomptable, mais on voudrait surtout savoir à quoi correspond votre idéologie, l'afro-socio-libéralisme. Et je pense que ça répondra partiellement à la question sur l'éducation et le devoir de mémoire. Moi, je suis engagé en politique parce que, au-delà de l'éducation que j'ai reçue dans les collèges, je suis un produit du collège Alfred Sacker, du collège Liberman, je suis aussi le produit de l'éducation traditionnelle africaine. Je suis le fils d'un porteur de tradition. Et j'ai eu le bénéfice, en accompagnant mon père dans les contrées du Cameroun, de réaliser que l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, n'a pas commencé en 1960. Nous sommes sur un continent qui, pendant plusieurs siècles, plusieurs millénaires, a été la lumière du monde. Et ce que l'afro-socio-libéralisme dit, c'est que dans ce rôle de leadership, il y a des valeurs qui sont éternelles. Nous les portons en nous. Nous devons donc les révéler. L'Afrique, continent leader depuis oui, de la nuit des temps. On nous parle très rapidement, uniquement et très souvent de l'Égypte, mais l'Égypte elle-même a tiré sa puissance à un certain nombre de royaumes, dont certains ont existé sur le territoire qu'abrite aujourd'hui notre pays, le Cameroun. Et donc l'afro-socio-libéralisme, c'est de dire que nous devons transformer ces valeurs-là en modèle de développement, en modèle de vie, en modèle de partage et d'unité concret. Ces valeurs, nous les résumons en 2 pans, la justice sociale, la nécessité d'avoir, comme pour nos ancêtres, une société équitable qui donnait à tous ses enfants les mêmes chances de réussite, et la prospérité partagée, la nécessité de redistribuer de manière équitable les fruits de notre croissance. C'est ce que nous promouvons comme idéologie, c'est la renaissance de l'Afrique, c'est la puissance de l'Afrique, c'est le leadership de l'Afrique. C'est ça l'afro-socio-libéralisme, en quelques mots simples. Alors, on se demande bien si cette vision, cette idéologie, avec de très bonnes intentions, en tout cas sur le plan de leur présentation pour le continent, tient compte des enjeux géostratégiques, des influences actuelles et contemporaines de notre monde. Notamment, ça nous permet de rejoindre la deuxième interrogation de Didier Ndengue, qui parlait de la monnaie, le franc CFA, qui charrie tous les débats, autant sur la nécessité de le garder que sur son impact véritable dans les projections économiques de nos pays. Dans votre idéologie, quelle est la place justement de la monnaie, du franc CFA? Pensez-vous à le remplacer, comme le posait la question de Didier Ndengue? Pour répondre déjà de manière globale, j'aimerais rappeler ou dire ce qui est une vérité. C'est dans les périodes de crise que naissent le nouveau leadership et les nouveaux modèles de construction sociétale. C'est dans les périodes de crise. Et donc, le Cameroun aujourd'hui et l'humanité de manière globale vivent des périodes de crise. Dans d'autres pays, les leaders politiques osent. Ils ont l'audace de proposer de nouveaux chemins, de nouvelles orientations pour la marche de la nation. Il est peut-être temps également au Cameroun qu'on ait ce courage-là. L'Angola, le Nigeria, le Ghana, l'Éthiopie sont des pays africains qui ont leur monnaie. Leurs économies ne se portent pas pour autant moins bien
que celle du Cameroun. Notre vision, ce que nous défendons, c'est la souveraineté de l'Afrique. C'est la capacité pour les Africains de décider par eux-mêmes de comment est-ce qu'ils veulent construire la nation. Et M. Ndobo, il n'y a aucune nation puissante qui s'est construite avec la monnaie des autres. Ça n'existe pas dans l'histoire de l'humanité. On comprend donc que il faut changer le franc CFA. Nous devons avoir le courage de sortir du franc CFA. Maintenant, oui, c'est une longue démarche, mais le premier point de cette démarche-là, c'est de dénoncer les accords de coopération monétaire qui ont donné naissance à cette monnaie-là et d'entamer tout de suite, en tout cas pour nous, pour le MP3, pour le candidat qu'on défendra à l'élection présidentielle de 2025, ce sera un candidat qui aura osé affirmer que nous devons sortir du franc CFA. Pour une alternative nationale ou sous-régionale? Il y en a au moins deux. Le guide libyen Muammar Kadhafi, qui a été lâchement assassiné avec la complicité de la France, qui dit France parle un tout petit peu du franc CFA, avait travaillé avec plusieurs leaders africains sur la création d'institutions monétaires africaines, dont le Fonds monétaire africain qui devait avoir son siège à Yaoundé. Donc ce que nous disons, c'est que le Cameroun doit reprendre le leadership dans la construction d'une monnaie panafricaine. Mais si on ne peut pas y arriver tout de suite et que l'ensemble des nations africaines ne nous suivent pas dans cette démarche, à tout le moins, à l'échelle sous-régionale, avec les pays de la CEMAC, nous devons aller immédiatement vers une monnaie régionale. C'est la conviction que nous portons. Nous pensons que la monnaie est un outil de développement, c'est un outil de pilotage de la vision économique d'un pays et nous devons pouvoir avoir la main sur notre monnaie. Alors, Adeline Chouakak, dans son intervention, se préoccupe de la santé de notre environnement, de l'hygiène de nos villes et s'interroge sur votre vision de cette question qui aujourd'hui fait quand même beaucoup de soucis dans le cadre de la gestion de nos zones urbaines. La question de la santé, la question de la sécurité, la question même un tout petit peu du développement infrastructurel, la question de l'école, sont des questions qui sont liées au modèle de gouvernance qu'on nous a appliqué. Nous continuons à être au Cameroun dans un État hyper centralisé, malgré la Constitution de 1996, qui aurait dû nous amener vers une véritable décentralisation. On nous a dit que c'est un processus. Oui, on continue de suivre le processus. Un enfant qui est né en 1996, me semble-t-il, vote cette année. Il aura 29 ans. Si on vous dira qu'il s'agit du Cameroun et non des êtres humains. Bon, nous allons continuer d'être patients. Mais en étant patients sur les temps d'implémentation du régime en place, nous disons qu'il faut une autre conception de l'organisation de l'État. Et très personnellement, au niveau du MP3, et là je parle de la voie intrinsèque du MP3, nous sommes en faveur d'un État fédéral. Et le principe de l'État fédéral, c'est que les décisions essentielles pour le développement local se prennent sur place à l'échelle locale. Pour dire quoi? Pour dire que ce sont les mairies qui doivent collecter les impôts et qui doivent donc organiser la gestion du territoire. Et dans la gestion du territoire, vous avez donc les questions de gestion des poubelles, les questions de santé, les questions de sécurité, les questions de développement infrastructurel. Tant qu'on est dans un État centralisé, où toutes les ressources doivent venir de Yaoundé, on continuera d'avoir, où les mairies perçoivent une part infiniment, j'allais dire minime, du budget qui doit leur être alloué, on continuera d'avoir des villes poubelles. Alors, dans la foulée, Adeline aimerait également savoir ce que vous pensez de la question de l'identité de nos pays, de notre jeunesse, qui aujourd'hui, de son point de vue, semble en errance du fait d'une absence de repères et d'identité. C'est une question clé. Hein. Je crois qu'il me semble, hein, si je ne m'abuse, que le président Thabo Mbeki disait que le plus grand déficit que l'Afrique a, c'est le déficit de self-esteem, d'estime de soi. Et c'est la conséquence de ce qu'on nous a dit de notre histoire. Si vous prenez un enfant de 2 ans et que tout ce que vous lui dites de son histoire, c'est que des gens sont arrivés chez lui, ses ancêtres marchaient nus avec des caches-sexes, qu'ils n'ont jamais rien apporté au développement de l'humanité, qu'ils ont reçu la civilisation des autres, en gros, qu'ils sont le tapis, le pose-pied des autres grandes puissances et des autres grandes civilisations, il va grandir avec ce complexe-là, et ce complexe va finalement être ce qui le définit. J'ai eu la chance, je vous l'ai dit, d'avoir une éducation traditionnelle, mais aussi, dans ma famille, d'avoir été initié à la politique par des aînés, des vieux, qui ont fait partie du combat de l'UPC. Et donc, je sais que notre histoire est une histoire de grandeur. Et nous devons raconter cette histoire de grandeur-là
au-delà de Oumiobe, d'Agnès Wandje, d'Osinda Afana, nous devons raconter cette histoire-là et mettre en place une infrastructure qui permette que les Samuel Eto'o, les Francis Ngannou, les autres ne soient plus des exceptions, mais la généralité. Mais ça passe par un certain nombre de choses. La refonte de nos manuels scolaires, mais aussi la décolonisation des noms des rues et infrastructures publiques. Peut-être aussi de la mentalité. Tout ça participe de la mentalité. Quand vous vous baladez dans une ville comme Douala et que les principales avenues vont porter le nom du général de Gaulle ou du général Leclerc, on se pose des questions. Quand on n'a pas au Cameroun une université d'État au Sindé Afana ou Félix Moumié, on se pose des questions. C'est par ces petits gestes-là qu'on va qu'on va réussir à mettre dans la tête de nos enfants, de planter la graine de la conscience patriotique. Donc il faut une refonte totale de nos programmes. Il faut qu'on réapprenne à enseigner aux Camerounais ce que nous sommes. Et donc ce que nous sommes, c'est un pays de grandeur. On l'a dit, il faut reconstruire un Cameroun indomptable. Alors, au-delà de l'idéologie et l'afro-socio-libéralisme, vous avez, dans le manifeste pour l'élection de 2025 du MP3, votre mouvement politique, vous annoncez vouloir libérer le Cameroun. Vous avez d'ailleurs, avant ce manifeste, produit 12 clés qui, pour vous, sont des clés essentielles dans cette ambition de libération du Cameroun. Et moi, je voudrais vous demander de quoi, de qui, comment voulez-vous libérer le Cameroun? J'aime bien cette question. Et vous voyez, j'esquisse un petit sourire parce que c'est une formule qui m'a valu quelques, j'allais dire, incompréhensions, notamment avec les autorités de la République. Mais nous assumons une fois de plus nos éléments de langage parce qu'il y a un sens derrière. Le MP3 défend un programme souverainiste et panafricaniste. Nous assumons pleinement ce positionnement-là. Et donc, il faut libérer le Cameroun au moins à 2 niveaux. D'abord de nous-mêmes. La cible est nationale ou elle est géostratégique internationale? Les deux. D'abord de nous-mêmes parce que nous estimons que notre pays a été pris en otage par un petit groupe de leaders politiques qui utilisent les ressources de l'État pour leurs propres bénéfices et pour leurs intérêts personnels au lieu de servir le peuple camerounais. Il faut se libérer de ce leadership politique-là. Et ensuite, il faut se libérer d'un modèle d'organisation de notre État et de construction de notre développement qui a été calqué pour satisfaire aux besoins de l'empire colonial. Le modèle éducatif, les filières que l'on apprend à nos enfants dans l'école, le contenu de l'histoire qu'on leur apprend, nos matières premières qu'on continue d'exporter pour aller les transformer à l'étranger, correspondent à la volonté des grandes puissances de maintenir leurs mains sur nos réserves et sur nos ressources. Et donc, il faut qu'on se libère. Et donc, les 12 clés qui touchent un peu tous les secteurs de la vie publique visent à couper ces cordons-là et à permettre aux Camerounais de pouvoir exprimer leur génie, de pouvoir exprimer le meilleur de leur potentiel. Alors, ces 12 clés-là, comment elles se présentent de façon succincte et sur quel levier vous vous appuyez pour avoir la conviction de les matérialiser, on vous le souhaite, hein, lorsque vous serez au pouvoir? Ces 12 clés participent d'un ensemble, mais la clé essentielle qui va nous permettre d'implémenter tous ces projets-là, c'est la première clé. C'est la réduction ou l'arrêt du gaspillage de l'argent des Camerounais. C'est d'avoir une gestion plus saine des recettes des impôts que l'on prélève aux Camerounais. Nous savons aujourd'hui que nous avons un budget qui s'évalue à plus de 7 000 milliards. Et des études que nous avons fait au MP3, nous avons la conviction que nous sommes capables de réaliser une économie de 1 200 à 1 500 milliards de dépenses inutiles sur ce budget chaque année. Pour un septennat, ça vous fait 9 000 milliards. Dans quel segment vous ferez ces économies-là? Les dépenses de carburant, les dépenses d'hébergement, les véhicules de l'État, le niveau et le train de vie de l'administration de manière générale nous permet d'économiser 1 200 à 1 500 milliards chaque année. Et avec cet argent-là, vous êtes capable de financer l'essentiel des infrastructures sociales de base. Quand je parle d'infrastructures sociales de base, je parle. Et pourtant, il faut que la machine administrative fonctionne avec, bien évidemment, le symbole de la puissance et de la notoriété de l'État. Elle peut fonctionner de manière, j'allais dire, de manière simple et de manière humble. Vous pensez qu'il y a une gabégie volontaire? Je n'ai pas besoin de le penser. Le chef de l'État lui-même met régulièrement ses ministres, ses directeurs généraux en prison. Dans ses discours de fin d'année, il condamne tout le temps la qualité de la gestion de l'argent public. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est que cette clé-là est la clé pivot. Si nous mettons en place une gouvernance saine
de transparence, nous avons pensé principalement à 2 mesures. La première, c'est la réduction de la taille du gouvernement. Nous pensons que le Cameroun n'a pas besoin d'avoir un gouvernement de 60 plus de membres. Ça ne fait pas de sens. Un gouvernement de 20 membres suffit à faire fonctionner la République avec toutes les conséquences que ça a sur les dépenses de budget de fonctionnement. Et la deuxième mesure, c'est de doter le Cameroun d'une véritable force spéciale de lutte contre la corruption qui serait dotée de tous les pouvoirs. Le pouvoir d'enquête, le pouvoir de poursuite, mais aussi le pouvoir de récupération. Est-ce que ça ne fera pas un mélange d'avoir à la fois celui qui enquête, celui qui condamne, celui qui exécute la condamnation? Est-ce que ça ne pourra pas créer une autre brèche justement de corruption ou bien une concentration excessive de pouvoir? Oui, dans l'état actuel. Dans l'état actuel de notre gouvernance, bien évidemment, on voit bien ce que, pour certains, le tribunal spécial est devenu. Donc, dans l'état actuel de notre gouvernance, ça pourrait devenir notre poche de corruption. Mais nous vous parlons d'un État qu'on appelle communément la Nouvelle République, d'un État dans lequel la transparence et la bonne gouvernance deviennent les piliers de la gestion de l'argent des Camerounais. Et donc, une fois qu'on a réussi à construire cette architecture de transparence-là, il devient plus aisé d'engager tous les autres chantiers dont nous parlons dans le manifeste « Le continent debout, 12 clés pour libérer le Cameroun en 2025 ». Alors, votre intention de libérer le Cameroun, de ce jour que vous dites à la fois sur le plan national et étranger, est-ce qu'il vous amène à avoir tout de même un regard sur les protagonistes de la scène sociopolitique et même la société civile, indépendamment de leur proximité avec le pouvoir ou pas? Il y a quand même qu'on se pose des questions, qu'ils soient de l'opposition ou du parti au pouvoir. Quelle est l'appréciation que vous faites au MP3 des acteurs globalement de cet environnement sociopolitique? Alors, j'aime pas beaucoup me prononcer sur les acteurs. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui a poussé à la création du MP3. Pourquoi est-ce que nous créons le MP3 en 2018? Parce que de notre point de vue, le débat politique avait été emprisonné autour des questions des personnalités des leaders politiques. Et ça nous gênait. Nous avons créé un couloir, ou nous essayons de créer un couloir qui est basé sur la promotion d'une idéologie, c'est-à-dire d'une vision de construction et de projection de la nation camerounaise. Donc j'aurais aimé, justement, et j'aimerais que plus souvent dans le débat public, qu'on parle de l'offre politique plutôt que des acteurs. Et donc nous défendons une offre politique. Une offre présentée tout de même par des acteurs. Oui, oui, absolument. Avec ce que cela engage comme exigence, obligation de crédibilité et même peut-être d'assurance. On construit la crédibilité dans le temps. On construit la crédibilité dans le temps. Donc, pour le moment, si vous me donnez une heure de temps, je ne prendrai pas cette heure de temps pour parler des offres politiques des autres acteurs politiques. Je me concentrerai sur celle de MP3. Mais oui, il y a des similitudes avec plusieurs ou quelques-uns des principaux acteurs, de l'offre des principaux acteurs politiques de l'opposition, avec qui d'ailleurs nous avons engagé depuis plusieurs années un dialogue. Vous l'avez dit, on se demanderait exactement pourquoi on parle de moi comme l'un des principaux acteurs de la coalition Akérémouna, Moïse Kamto en 2018. C'est parce qu'au sein du mouvement NAO, c'est moi qui ai porté ce projet de coalition-là. C'est moi qui l'ai défendu. Et d'ailleurs, peut-être les Camerounais s'en souviendront, 3 jours avant l'élection présidentielle, c'est moi qui annonce officiellement cette coalition-là sur les antennes d'un média. Une consécration pour vous en ce moment-là? Non, je ne pense pas, mais c'est juste pour vous dire que notre logique a toujours été une logique de travail et de collaboration avec les autres forces du changement. Mais seulement cette logique de collaboration-là, elle doit être guidée par le projet que nous allons défendre ensemble. Si nous nous accordons sur un projet, et ensuite que nous nous accordons sur une démarche de conquête du pouvoir, à ce moment-là, il sera évident que nous défendrons le même candidat à l'élection présidentielle. Mais je ne veux pas que l'on mette dans la tête des Camerounais que les partis politiques de l'opposition doivent absolument coaliser pour coaliser. Justement, de 2018 en 2025, vous avez été un acteur du rapprochement de ces 2 candidats, le professeur Maurice Kamto et Maître Akérémouna. Vous pensez qu'une option pareille soit possible au-delà des exigences que certains font et vous, comment vous envisagez même l'utilité d'une option comme celle-là en 2025? En tout cas, vous l'avez dit, moi j'y ai participé, donc je sais que c'est possible. Et on a la preuve. Le contexte peut avoir changé entre 2018 et 2025. Oui, c'est pour ça que... Alors, en 2018, pour le cas particulier de 2018, au moment de l'ouverture de la campagne présidentielle, au sein du mouvement NAO, nous avons analysé de manière claire les différents rapports de force. Et il nous est apparu à ce moment-là que dans une élection présidentielle à un tour, nous devions nous donner la meilleure chance de gagner était d'avoir une seule candidature de l'opposition parce que le rapport de force
étaient dispersés entre plusieurs candidatures. Et donc nous avons observé, nous avons estimé que le professeur Moïse Kanto était celui des candidats de l'opposition qui avait le mieux mobilisé. On a donc convaincu notre candidat d'aller vers ce chemin, ce projet, cet accord de coalition. Nous sommes en 2025, nous sommes à 8 mois de l'élection présidentielle. En politique, 8 mois, c'est à la fois court et c'est à la fois long. Est-ce que les données ont changé? Les rapports de force ont le temps de se redessiner. Et il peut y avoir beaucoup d'événements imprévus qui changent énormément de choses dans le jeu politique. Donc je pense qu'aujourd'hui, le plus important pour les acteurs politiques, c'est de présenter leur projet et de travailler à une construction, à une consolidation d'un projet fédérateur fort. Si nous y parvenons, la question du choix du candidat devient une question secondaire. Alors, autre élément qui occupe tout au moins la scène nationale, c'est la gestion à la fois du discours public, des activités dans les réseaux sociaux, avec un développement d'une diatribe verbale parfois très inquiétante, des fake news, des hate speech. Je ne voudrais pas ramener le débat sur les replis identitaires, le tribalisme. De votre point de vue au MP3, comment vous observez tout cet ensemble et quelle serait pour vous la solution curative? C'est exactement ce que je viens de dire. On a concentré la plateforme politique camerounaise autour de disciples d'hommes providentiels. Et c'est la conséquence de cela. Ces gens qui se livrent, et qui ne sont pas toujours des militants engagés de ces formations politiques-là, qui se livrent à ces débats de haine, d'insultes, des fois d'insultes identitaires, très souvent, comme je dis, n'ont pas la force de militantisme au sein de leur appareil et ne peuvent donc pas vous dire quelles sont les idées clés et les idées principales des candidats qu'ils défendent avec autant de véhémence. Nous, c'est pour ça que nous avons choisi leur positionnement axé et basé sur notre projet. On ne vient pas au MP3 parce qu'on vient suivre Hiram Samuel Liodi ou n'importe quel leader de la formation politique. On vient au MP3 parce que quand on a lu le mémorandum sur le projet de société, quand on a lu les 12 clés du manifeste « Le continent debout pour libérer le Cameroun », on se reconnaît dans l'essentiel de ce programme-là et on vient apporter sa force, son énergie et son engagement pour construire la matérialisation de ce programme. Et donc la solution, c'est qu'on revienne à un débat d'idées, qu'on revienne à un débat de programme, qu'on revienne à un débat de la vision de comment est-ce que nous allons construire la nation camerounaise ensemble. Tant qu'on est à un débat sur X ou Y candidats, on y met malheureusement un peu trop d'organes, comme on dit vulgairement, et ça se transforme en des débats violents qui n'ont pas lieu d'être et qui n'honorent pas notre pays, le Cameroun. Alors, autre aspect, la question de l'inscription sur les listes électorales, plus ou moins densifiée, avec parfois des procès faits à l'opposition qui n'arrive pas à mobiliser suffisamment, mais celle aussi du processus en lui-même, notamment le code électoral, la progression du processus électoral. Au niveau du MP3, est-ce que vous avez assurance et quiétude par rapport à ces aspects? Non, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Je suis entré dans le champ politique officiellement en 2018, alors que ça faisait déjà quelques années que je suivais, comme vous, les débats sur la nécessité d'avoir une réforme de la loi de avril 2012, je pense, portant code électoral au Cameroun. Ces débats sont légion. On a vu l'honorable Ndamjena Tomano aborder également le président de la République il y a encore quelques semaines. Mais de l'autre côté, on fait la politique par conviction et on ne peut pas toujours expliquer de manière factuelle tous les éléments qui nous poussent à être convaincus. Des fois, vous jouez un match, l'arbitre est contre vous, mais vous finissez par le remporter. Le jeu électoral n'est pas sain, pas du tout, il n'est pas transparent. Il a été taillé à la mesure d'un acteur politique qui se maintient au pouvoir depuis 42 ans. Mais je suis convaincu qu'en 2025, je dirais les ingrédients de la sauce apporteront une saveur différente et que nous serons capables de créer la surprise. Pas parce que le jeu électoral est sain, mais parce que la jeunesse camerounaise particulièrement se prendra en main et décidera d'aller défendre son destin. Parce que ce qui se joue en 2025, c'est notre avenir. C'est l'avenir des petites familles, de nos enfants au bas âge, à qui nous donnons naissance et dont nous ne savons quel type de pays nous allons leur laisser. Donc moi, mon seul message, c'est de dire à la jeunesse, arrêtons d'être hors du débat politique, engageons-nous et sachons que ce qui se joue là, c'est le legs que nous devrons laisser aux générations futures. Alors, vous avez empiété sur la question que j'allais vous poser dans la foulée, votre message
à la jeunesse camerounaise. Mais je reviendrai sur votre regard peut-être comparatif. Vous avez observé 2011, 2018, 2025 pointe à l'horizon. Qu'est-ce que vous faites comme différence des différents contextes qui ont précédé ces grands moments de la vie politique dans notre pays? Je dirais en tout cas que la composition de l'électorat a profondément changé. En 2025, 80% des Camerounais qui iront voter auront entre 20 et 40 ans. Et parmi ces Camerounais, plus des 2/3 voteront pour la première fois. C'est un électorat nouveau, un électorat qui, grâce aux technologies de l'information, le digital, est un peu mieux en contact avec l'histoire du monde. Et un électorat qui sait qu'on est capable de créer la différence. On l'a vu dans d'autres pays africains. Donc pour moi, c'est véritablement la psychologie de l'électorat camerounais qui peut créer la différence. Et je pense qu'il faut jouer là-dessus. Il faut réussir à enlever la peur. Je sais que le champ politique, et je suis bien placé pour le savoir, est extrêmement dangereux. J'en paye le prix dans ma chair et dans ma vie tous les jours. Mais il faut y aller. C'est maintenant ou c'est jamais. Si nous n'allons pas jusqu'au bout de ce combat en 2025, nous aurons pris la décision de rester prisonniers au moins 25 années de plus. Alors le MP3 veut un continent, je le rappelle, avec K debout. Un K rouge. Vous êtes rentré dans la dynamique peut-être de la surestimation de soi qu'on dit percevoir dans les comportements des Camerounais au point de se décrire comme un continent. Je n'ai jamais honte de le dire, peut-être par chauvinisme. Je suis Camerounais, que puis-je y faire? Je pense que le peuple camerounais est un peuple singulier. Je pense que nous vivons sur un territoire qui est un territoire singulier, qui est le cœur de l'Afrique, au croisement de tous les climats, de tous les peuples, de toute l'histoire même de la construction de notre continent. Et donc ça fait de nous un peuple spécial. Pas que les autres sont moins spéciaux, je laisserai les leaders politiques des autres pays parler de la réalité ou de la spécificité de leur peuple. Mais le peuple camerounais est un peuple spécial. Quand vous voyez, comme je l'ai dit, la force qui habite Francis Ngannou, vous voyez la force qui habite Samuel Eto'o, vous voyez la force que les Camerounais sont capables de déployer chaque fois qu'ils sont face à un obstacle, vous comprenez que nous avons, peut-être dans notre sang ou dans nos gènes, une étincelle particulière. Et nous disons qu'il faut réveiller cette étincelle-là. C'est pour ça qu'on parle de continent debout. Mais pour réveiller cette étincelle-là, il faut se libérer. Et nous portons et nous renouvelons le discours des leaders de l'UPC, les vrais pères fondateurs de la nation camerounaise, pour dire qu'il est temps de construire un Cameroun libre et un Cameroun digne, un Cameroun qui s'assume. Donc oui, les Camerounais sont des êtres spéciaux, mais peut-être qu'aujourd'hui est venu le temps donc que dans le champ politique, qu'on voit cette force, cette puissance-là s'exprimer. C'est le moment qu'on a attendu arriver, c'est le moment de libérer le Cameroun. Écoutez, sur ces paroles, on va sans doute mettre un terme à cette autre édition de cet échange en toute franchise. Nous allons vous dire merci, Samuel Hiram Yodi, d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de cette émission. Merci beaucoup, c'était un plaisir et je serai heureux de revenir chaque fois que vous m'inviterez. Ça va très vite, 1 heure. Le temps pour nous de remercier aussi nos équipes techniques et rédactionnelles, notamment tous ceux qui ont participé à la préparation de cette émission. Nous avons Yam Chamga, nous avons Marivonne Dongo au niveau de la préparation. Nous avons les équipes de réalisation, Arthur Ngangom de l'autre côté, de toutes les manières. Toute la rédaction a participé à la préparation de cette émission. Et pour clôturer notre activité médiatique autour de la jeunesse depuis la quinzaine, nous allons sortir avec vous dans le cadre de cette émission. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir écoutés sur Dash TV, tous les supports de Dash Media, notamment digitaux. Vous pourrez nous retrouver en replay sur nos pages Facebook et YouTube. Prenons rendez-vous pour une autre édition. Ce sera toujours en toute franchise avec un autre invité et le même plaisir. Bonsoir.